bienvenue Into the Blue. Écoutez, j'espère que vous nous recevez bien. On est sur notre premier format live et voilà, on s'essaie, on espère que tout fonctionne pour vous, que vous êtes bien chez vous. Pour me présenter, je suis Sylvie, je travaille chez Advance, premier pure player français de la cybersécurité. Et donc, nous sommes partenaires de Thomas Ruyant depuis 1 an. Thomas qui se prépare pour être au départ du prochain Vendée Globe 2020. Alors, dans cette période de confinement un peu particulière, on avait envie de vous offrir une parenthèse d'évasion, une fenêtre sur l'océan. Pour ce premier Into the Blue, on avait envie, avec Thomas, d'abord revenir sur les temps forts qui ont marqué son parcours dans la course au large depuis ses débuts. Voilà, il y a ce parcours est jalonné de réussite, de courses, de succès, de difficultés aussi parfois. Et donc, on va vous les partager. Pour vous immerger, on vous propose de visionner une courte vidéo rétrospective de ces moments forts. Donc là, le bateau est très équilibré, donc le pilote, ça va droit, quoi. Ouais, je suis content. Je suis content, beaucoup d'émotions là sur l'arrivée. Beaucoup de matchs hyper serrés, tout le temps avec Bertrand, HP, tous les autres. Et là, de faire ça 1 an après, en plus avoir gagné la mini, c'est fabuleux. Dernier lever de soleil sur ce Vendée Globe. Alors, je sais pas pourquoi il est si beau, mais c'est juste magnifique. Voilà, vous avez pu voir ces images. Alors, Thomas est avec nous. Ouais, moi je vous entends bien. Bonjour à tous. Bon. Je pense qu'on m'entend. Ok, on a au moins le son. Écoute, Thomas, du coup, dis-nous peut-être où est-ce que tu t'es confiné du coup en cette période de Covid. Je suis actuellement à Lorient et au chantier, donc qui avance un peu au ralenti, mais qui avance malgré tout. Donc on a une partie de l'équipe en télétravail et puis une autre partie de l'équipe qui travaille en rotation pour éviter que les gens se croisent de trop. Donc ça avance au ralenti en attendant d'avoir un planning assez précis, plus précis pour la suite de la saison 2020. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas bien, s'il y en a encore,
Toi, Thomas, donc tu habites à Lorient parce que c'est la Mecque de la course au large. Hein. Tu y vis avec ta chérie et puis tes 2 enfants. Mais au départ, tu es originaire donc de Malo-les-Bains dans le Nord. Voilà, on partage les mêmes origines. C'est là-bas que tu as tiré donc tes premiers bords. Et quand on s'est fait un peu la rétrospective des moments forts que tu voulais partager, il y a effectivement justement ces premiers bords et puis ces premières courses auxquelles tu as participé. Voilà, alors raconte-nous ces premiers Ouais, moments. c'est vrai que je ne sais pas si on me voit à l'écran ou si. Bon, c'est pas très grave. C'était un exercice intéressant de refaire un peu le fil de ces 10 dernières années. Et c'est là aussi je me suis bien rendu compte qu'il y avait plein de bons moments et surtout plein de bons moments partagés. Et voilà, donc c'était pas si évident que ça de faire la sélection. Mais il y en a quand même certains qui sont très forts et qui restent, moi, bien gravés dans ma tête. Là, on voit une photo à l'écran. C'est mon tout premier bateau de course que j'ai préparé dans mon garage à Dunkerque, à Malo-les-Bains. Et là, je suis en train de remonter le chenal des Sables d'Olonne pour ma première course au large qui était un aller-retour jusqu'aux Açores dans la ville d'Horta. Et donc, ce chenal, je l'ai remonté pour la première fois là et je l'ai remonté du coup 10 ans plus tard pour le départ du Vendée Globe en 2016. Et donc, voilà, là, on voit pas trop sur la photo, mais je me souviens avoir une bonne boule au ventre. Ouais, Parce que je m'apprêtais à partir pour 8 jours de mer et c'était une grande première pour moi avec ce bateau que j'avais complètement rénové et préparé. Donc, voilà, c'était un moment très très fort. sacré moment et sur un bateau qui a l'air quand même pas bien grand hein, quand on regarde la photo. Non, alors c'est un mini 650 et donc c'est une classe de bateaux. C'est les plus petits bateaux de la course au large, mais c'est en même temps des petites bombes. C'est des bateaux tout en carbone. Donc là, c'était un prototype, un plan Roger construit en 99. Donc c'était à l'époque un bateau déjà un petit peu ancien sur lequel je naviguais. Et donc ça, c'est ma première expérience. Et donc j'ai fait du mini pendant 4 ans. Voilà, avec d'autres très bons souvenirs qu'on va voir juste après. D'accord, alors effectivement, après ces premières participations aux courses, j'imagine une grande satisfaction de franchir tes premières lignes à la fois d'arrivée, enfin de départ et aussi d'arrivée. Là, on est sur une première victoire sur cette photo. Alors ça, c'est du coup 4 ans, quasiment 3-4 ans après, c'est en 2009. Et donc c'est l'arrivée de ma deuxième mini transat. Et là, ce qu'on voit derrière, c'est le phare de Barra, que j'ai eu l'occasion de refranchir, d'ailleurs même d'un peu trop près l'année dernière avec l'IMOCA Advance. Et donc c'est ma première victoire sur une grande course au large. Et ça reste peut-être aujourd'hui encore mon plus beau souvenir de mer. C'est cette arrivée dans dans la baie de Tous les Saints, dans la baie de Bahia. Et c'était voilà, une arrivée. On était 100 bateaux au départ et d'arriver en tête devant une telle flotte avec ce joli bateau. C'était un plan Finoconque. Donc ça, Finoconque, c'était l'architecte du bateau. Ouais. Voilà, donc là j'arrivais sous Genac, Génois, Grand Voile Haute, donc toute voile dehors. Je me souviens, il y avait très très peu de vent pour cette arrivée. Et le vent s'est levé au moment où où je franchis ce phare et où je rentre dans la baie pour aller couper la ligne d'arrivée. Donc c'était assez magique comme arrivée. Ouais. Et donc c'est vrai que on parle des victoires et c'est vrai qu'un an après, donc cette mini transat, je suis passé sur un bateau un peu plus grand, le classe 40. Donc ça c'est la photo d'après. Et donc, sur la route du Rhum, un an après, je remporte la course. On a vu aussi quelques images sur la vidéo. Et c'est aussi cet enchaînement entre cette mini transat et cette route du Rhum. Je m'attendais pas du tout à cet enchaînement-là, finalement. Et ça a été 2 courses, 2 belles victoires, coup sur coup. Et qui m'ont permis aussi derrière déjà d'avoir envie de continuer, de me dire que j'avais peut-être des dispositions, en tout cas, j'arrivais à mener mes projets au bout et des projets performants. Et donc, ça m'a permis
de penser à la suite et de commencer à ce moment-là à rêver aussi au Vendée Globe. D'accord, ok. Oui, c'est ce que je me disais, c'est à ce moment-là où tu fais peut-être vraiment cette bascule dans l'univers oui, de la course au large en solitaire, et c'est là où tu te dis que tu as effectivement certainement ces ressources, ces capacités et cette envie au fond de toi d'aller plus loin encore et de continuer à dépasser tes limites à bord de ces navires. C'est vraiment à l'arrivée de cette course-là, de cette route du Rhum, où ces deux belles victoires font que moi j'ai envie de continuer, j'aime ça de plus en plus, et puis il y a des partenaires derrière qui suivent, donc c'était vraiment ces deux courses-là, très belles courses qui me mettent le pied à l'étrier pour en faire mon métier finalement, et devenir, c'est à ce moment-là que je deviens navigateur de course au large finalement, et pas vraiment avant, quoi. D'accord. Alors après, dans le registre des beaux souvenirs et des belles arrivées, il y a évidemment une arrivée qui est beaucoup plus proche. C'était en 2018, et c'était l'arrivée de la Transat AG2R. Je crois que c'est la slide d'après. En tout cas, il y a une belle photo de l'arrivée avec Adrien Hardy, un très bon copain que j'ai rencontré d'ailleurs sur la Mini Transat. Et on remporte la Transat AG2R, donc il y a 2 ans maintenant. Et donc ça a été un souvenir très fort parce qu'aussi il a été partagé avec Adrien. Ouais. Et alors j'aime beaucoup le solitaire. Je suis moins à l'aise en équipage. En double sur une transat, j'aime bien, mais il ne faut pas que ça soit plus long. Et en tout cas, c'est aussi un très bon souvenir. Je me souviens de cette arrivée à Saint-Barth où c'était le moment de l'apéro en plus, donc on a eu une arrivée incroyable, avec beaucoup de monde sur l'eau, beaucoup de monde sur les pontons, et puis quand on est arrivé, c'était déjà la fête. Donc, la fête, ouais. Ouais, c'était vraiment une arrivée qui m'a beaucoup marqué, parce que beaucoup de monde pour nous accueillir et fêter ça avec nous. Donc, et puis ça a été une course dure où on a stratégiquement tiré un peu dans le coin, comme on dit dans le jargon. On est vraiment allé, on a vraiment navigué à l'écart de la flotte et tenté une option pour pouvoir aller chercher cette victoire, et ça a payé. On est deux marins, Adrien et moi, a souvent fonctionné comme ça, ou en tout cas avoir cette façon de naviguer d'attaquant finalement. Et donc ça a bien payé sur cette course-là, et c'est un très très beau souvenir. Voilà, donc finalement trois transats qu'on vient de voir sur trois supports différents. Et je pense que cette diversité des supports, elle m'aide beaucoup aujourd'hui à naviguer sur les IMOCA, qui sont des bateaux compliqués, mais d'être passé par ces différents circuits, le Mini, le Classe 40, le Figaro. Aujourd'hui, c'est une force, je pense, pour essayer d'être performant sur le circuit IMOCA, qui est un peu le circuit phare aujourd'hui. Et alors justement, tu nous parles d'Adrien. Alors sur cette transat, en fait, il t'avait choisi en co-skipper, hein. C'était lui le skipper AG Recouvrement. Et puis, en fait, vous avez eu une autre expérience ensemble. Ouais, c'était quelques temps avant. C'est aussi un autre bon souvenir moi qui reste bien marqué, c'est cette première transat justement en IMOCA. Et donc ça, c'était avant cette transat AG2R. Donc Adrien m'a bien renvoyé l'ascenseur en me proposant d'être son co-skipper sur cette course. Mais c'est vrai que là, on peut basculer sur la photo d'après. C'est ma première course sur ces engins qui sont juste incroyables et qui sont les bateaux du Vendée Globe. Donc c'est des bateaux de 60 pieds, un peu plus de 18 mètres. Donc c'est déjà des gros bateaux qui vont très vite, qui sont extrêmes. Et donc on est parti à deux sur cette première course en IMOCA, sur ce beau bateau, le Souffle du Nord pour le projet Imagine, en double sur la Transat Jacques Vabre. Et ça, c'était en 2015. 2015, ouais. Voilà, on voit des belles images du duo au taquet sur une banque image quelques temps la Jacques Vabre. Moi, je me souviens, au départ, on était une trentaine de bateaux. Il y a eu pas mal de casques, on a eu des conditions très rudes. C'était juste devant 2 ans, non, moins que ça, c'était un an avant le Vendée Globe. Ouais, tout à fait. Et on finit à la 4e place avec Adrien, donc une super perf, voilà, pour un duo qui découvrait la classe IMOCA, et donc d'avoir partagé aussi ce moment-là avec Adrien. C'est vrai qu'avec Adrien, c'est quelqu'un que je m'entends très très bien sur l'eau,
Et c'est pas si évident quoi, d'avoir le duo qui fonctionne. Là, vous connaissez ça en ce moment, hein, le confinement. Bon, voilà, pour le coup, on part 15 jours en mer dans 5 mètres carrés à deux, donc faut vraiment bien s'entendre. C'est vrai qu'avec Adrien, la particularité, c'est qu'on se dit bien les choses, on est droit dans nos bottes, dans ce qu'on dit, puis on n'hésite pas à le dire. Et du coup, c'est un duo qui est assez franc et qui fonctionne bien pour ça. Et c'est pour ça que j'aime bien naviguer avec Adrien. Alors, est-ce que il y a la notion de complémentarité dans la manière de naviguer, d'appréhender, elle est aussi importante ou, enfin là, on sent que c'est aussi beaucoup dans la manière de fonctionner, la manière de communiquer aussi. Ouais, alors on n'est pas la complémentarité, c'est pas le mot parce qu'on n'a pas lui des compétences et moi d'autres qu'on associe. C'est en fait deux solitaires. Et c'est un peu la particularité du double, c'est qu'en fait, on croise l'autre, mais finalement, on est souvent en solo et on manœuvre et on fait avancer le bateau en solo pendant que l'autre fait de la météo ou se repose. Et donc, il faut deux façons de faire assez proches pour que ça fonctionne finalement et des qualités assez similaires je pense, hein, pour qu'un duo fonctionne bien. Et c'est vrai que le double, c'est aussi une particularité de la course au large. Hein, il y a beaucoup de courses en double. La G2R tout à l'heure, là, la Transat Jacques Vabre. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de naviguer avec d'autres marins. Ça se passe toujours bien, mais ça se passe jamais aussi bien qu'avec Adrien. Donc, je pense qu'on aura l'occasion à l'avenir de continuer à naviguer ensemble. Ensemble, ouais. Bon, top. Alors effectivement, ce beau bateau là, le Souffle du Nord, que je connais bien aussi, tu as eu la chance de prendre le départ avec lui du dernier Vendée Globe. On voit cette photo qui est un moment assez incroyable. Hein. Ouais, c'est un moment extrêmement fort parce que finalement, on a cette remontée de Chenal hein, qui précède un tour du monde. Donc c'est un moment où on s'apprête à vivre quelque chose de fort et on est célébré par un public comme si on l'avait déjà fait quoi. Et donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on n'est pas des footballeurs, on n'a pas l'habitude d'être dans un stade et d'avoir autant de public et c'est la seule épreuve finalement en voile qui permet ça. Et l'ambiance est juste dingue. Hein. On nous prépare, on le sait avant que cette remontée de Chenal elle est forte en émotion, mais de la vivre, ça va au-delà de tout ce qu'on nous raconte, quoi. On est vraiment au cœur de quelque chose, on sent qu'on part pour quelque chose de fort à ce moment-là. Et donc ce public, en plus, à ce moment-là, avec le Souffle du Nord, les supporters étaient venus extrêmement nombreux. Je crois que vous étiez... il y avait 500 personnes qui avaient fait le déplacement du Nord quand même. Ouais. Et donc ça faisait beaucoup de bruit dans le chenal. Et je me souviens, c'est un moment finalement qui prend beaucoup d'énergie, bizarrement, qui en donne beaucoup, mais qui en consomme aussi, parce qu'on ressort de ce chenal complètement vidé par l'émotion. Et voilà, donc quelques heures après cette photo-là, parce qu'on est sorti assez tôt du chenal des Sables d'Olonne, et je prenais le départ de mon premier tour du monde. Qui s'est pas fini comme on l'espérait, mais en même temps qui a eu une fin et une histoire. Moi aussi sur lequel je m'appuie aussi aujourd'hui parce que c'est des histoires de mer qui sont fortes et donc on arrive justement à la suite où moi ce tour du monde il se termine, il commence dans ce chenal mais il se termine avec la casse de mon bateau où je détruis le bateau littéralement en deux à 3 jours de mer de la Nouvelle-Zélande. Et donc c'est un moment très dur, hein. On parlait des meilleurs moments, mais ça pour le coup c'était un moment vraiment, vraiment pas facile. Et à partir de là, s'ensuit 3 jours pour essayer de ramener mon bateau quelque part et d'arriver dans un port avec ce bateau. J'avais vraiment pas envie d'appuyer sur ma balise de détresse et qu'on vienne me chercher en hélico. Et d'abandonner ce bateau. C'était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire, mais malgré tout, la balise je l'avais dans la main en permanence parce que la situation était quand même critique. Et donc ces photos-là, c'est des photos que je prends quand j'arrive en Nouvelle-Zélande, où en fait je découvre ce pays, quand j'arrive là, je suis très centré sur mon bateau et je lève absolument pas la tête pour voir ce qui se passe autour. Je suis juste focus
vider l'eau, faire marcher mes pompes de cale, essayer de faire route parce que j'ai pas réussi. Il y a eu des moments où j'arrivais plus à faire route. Et donc j'arrive là, et là je lève la tête et je suis au pied de montagnes gigantesques et magnifiques. Et donc c'est un moment de mer très très fort en fait, hein, ce moment-là où j'arrive après 3 jours où je me suis battu pour ramener le bateau. 3 jours aussi sans dormir. Et donc je me souviens, je lève la tête, je vois ces montagnes et s'ensuit là après encore quelques heures où le vent baisse, parce que c'était un peu la tempête dehors, où je me mets à l'abri des montagnes. Et donc là, il y a les Coast Guard néo-zélandais qui viennent à ma rencontre. Et voilà. Et puis là, il y a quelques marins qui montent à bord du bateau, qui prennent le relais. Et puis moi, je m'effondre dans mon pouf voilà, de fatigue, quoi. De fatigue, ouais. C'est un bon souvenir pour moi, en fait. Ah ouais, mais ces images sont assez incroyables. Elle est très très forte. Donc, ça fait partie de mes meilleurs moments. Ouais. Et puis tu as eu un bel accueil, j'ai des souvenirs, hein, en Nouvelle-Zélande par un pêcheur. Ouais, j'ai eu un bel accueil par un pêcheur. Alors c'est pas l'arrivée qu'on espérait tous dans les Sables d'Olonne avec une foule en délire. Mais j'ai eu quand même un pêcheur là qui est venu faire son demi-tour une fois qu'on avait amarré notre bateau, qui s'est pas arrêté, mais juste qui s'est approché très très près et qui m'a lancé un sac avec à l'intérieur 7 homards et ça a été mon premier repas. Une fois arrivé à terre, donc c'était une reconnaissance parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils étaient bien au courant de ma situation, ça a fait la une de leurs infos nationales et donc ce pêcheur est venu me féliciter à sa manière. Ouais. Voilà, donc après cette arrivée, moi très vite j'ai eu envie de rebondir et on va en venir à la suite aussi. Et ça c'est des moments plus récents et qui sont aussi très très forts. C'est de réussir à avoir, grâce à Advance notamment, et puis d'autres, d'avoir réussi à remonter une équipe, remobiliser des gens qui sont des vrais talents chacun dans leur domaine de compétences pour lancer la construction d'une petite fusée. Et donc là, on voit l'arrière du bateau au chantier Persico en Italie. Donc ça, c'était en 2019. Et donc, il y a eu 1 an et demi de conception et de construction de ce bateau. Et donc, c'est un moment aussi très fort parce que ça mobilise toute une équipe, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut aussi des financements, convaincre des banques. Donc, c'est un vrai boulot d'entrepreneur aussi derrière. Et donc, c'est des moments qui restent aussi très forts avec la sortie. Je me souviens de ce bateau quand il est sorti de notre hangar aux couleurs d'Advance. Ça a été aussi un moment très fort, cette première mise à l'eau. S'en est suivi slide d'après peut-être. On s'en est suivi les premières navigations sur ce foiler avec des performances complètement dingues. On le voit là sur l'image de gauche et puis sur l'image de droite, on voit la première arrivée. Donc ça c'est tout récent, c'était en fin 2019. Première arrivée où on part en dernière position parce qu'on a eu une casse très peu de temps après le départ et puis on remonte à la 4e place. Et avec Antoine Coche sur cette transat, c'est la transat Jacques Vabre, la dernière qui a eu lieu au mois de novembre. Ouais, c'est ça, avec Antoine Coche en double et puis on fait une belle course et surtout on sait qu'on a construit un bateau de folie et c'est le bateau sur lequel je serai en novembre prochain pour le départ du Vendée Globe. Donc un vrai sentiment de travail bien fait quand on coupe cette ligne, encore une fois dans la baie de Tous les Saints à Bahia. Donc voilà, ça c'est tous mes bons moments des 10 dernières années qui sont tous des moments très forts. Ouais, merci pour cette super rétro. Je vois qu'on arrive déjà au terme de notre rendez-vous. On a eu quelques questions, Thomas, parmi elles. Quelqu'un nous demande s'il y a un avantage finalement à démarrer jeune la course large. Est-ce que c'est ça le secret aussi des marins d'aujourd'hui, des bons marins d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avoir commencé la voile très jeune ou pas spécialement? Non, moi j'ai commencé à vraiment faire de la régate. Alors j'ai toujours navigué un petit peu, mais c'était plus des stages l'été. Mais j'ai commencé la voile plutôt tard, à 16 ans, à faire de la régate, donc finalement assez tard par rapport à beaucoup. Après, ce qui est sûr, c'est que là, ça fait maintenant presque 15 ans que je fais ça.
Et ça reste quand même un sport d'expérience. Et donc, il n'y a pas de secret. C'est comme dans tous les sports aujourd'hui, il faut pratiquer, il faut en faire. Mais voilà, il faut surtout avoir envie. Et puis, c'est un sport de passion. Donc, voilà, ça reste un sport d'expérience. Mais non, enfin, moi, j'ai commencé à régater à 16 ans, donc finalement assez tard, quoi. Bon, puis j'ai un petit curieux qui voulait savoir si on avait des images de ton bateau endommagé dont tu parlais tout à l'heure, le fameux Souffle du Nord. Il y a quelques photos qu'on peut retrouver. Hein, je me souviens que ouais, bien sûr, tout ça, il y a beaucoup d'images à la fois de la casse, mais aussi de la façon dont on a réparé le bateau. Et je me souviens aussi, c'est pareil, on ne peut pas choisir tous les moments, mais ce bateau cassé, il y a Laurent Bourguès qui est aussi responsable technique du bateau aujourd'hui, qui était à l'époque responsable technique du Souffle du Nord, qui m'a rejoint en Nouvelle-Zélande. Et donc, on a fait une première réparation de fortune pour déplacer le bateau dans un autre port. Et donc, je me souviens, on était sur les quais à Bluff en train de chercher des bastins en bois qu'on a vissés à travers le pont pour restructurer le bateau et permettre juste de le déplacer dans un port juste à côté. Voilà, donc il y a des images effectivement de tout ça et ça sera. Il faut que je les retrouve. Ça peut se retrouver assez facilement et ce bateau a été tellement bien réparé qu'il a pu revenir par la mer et voilà, on se souvient de ce retour assez incroyable par Enda O'Connor qui lui aussi avait. L'histoire est belle. Ce bateau arrive cassé en Nouvelle-Zélande, il est réparé. Il y a deux équipes qui s'associent, le Souffle du Nord et Team Irlande. Et Enda O'Connor, qui est un vrai aventurier, prend le relais et finit ce tour du monde, puisqu'il s'était aussi arrêté sur Hawaii en Nouvelle-Zélande. Et donc, il finit le tour du monde un an après avec ce bateau. Donc, c'est vrai que la fin de l'histoire est magnifique. Bon. Thomas, on est déjà arrivé au terme de notre rendez-vous, il est 14h. Je vois qu'on a encore quelques questions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on vous y réponde par les réseaux sociaux. On prendra le temps de vous écrire. Merci à tous pour votre présence, votre audience. On a eu quelques petits couacs, mais je vais tirer mon chapeau à l'Arbi qui nous a sacrément bien aidé sur ce coup-là. Et puis, écoute Thomas, ravi de t'avoir vu aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, vendredi à la même heure. Oui, c'est ça. Cette fois-ci pour un Kidsy Vendée Globe. Donc, on vous invite à vous connecter avec vos enfants. Ouais. On va vous partager Thomas va vous partager, vous présenter le Vendée Globe adapté aux plus jeunes enfants, entre idéalement, on va dire 7 et 15 ans, c'est bien? Ouais, bon, tout le monde est bienvenu. Hein, voilà. 277. Bon, salut à tous et puis passez une bonne journée. On espère que ce moment d'évasion vous aura plu. À bientôt. Ciao Thomas. Merci à tous. Au revoir.